Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du test du Hisense 65U8Q qui est juste à côté de moi et qui a été présenté un petit peu plus tôt dans l'année dans une vidéo que je vous ai publiée par son constructeur comme l'une des évolutions majeures pour cette année 2025 au sein de sa gamme des téléviseurs LCD mini LED. Après un 65U8NQ, cette fois-ci, testé l'année dernière, et qui m'avait bien plu d'ailleurs, et qui avait plutôt bien plu d'ailleurs à un bon nombre d'entre vous, eh bien place au test de son remplaçant, avec par ailleurs une bonne nouvelle en 2025 pour ceux qui rechercheraient un produit encore plus abordable, eh bien une descente en gamme des technologies, et donc des technos du U8NQ, modèle de 2024, que l'on retrouve cette année sur le U7Q Pro, donc en 2025. Je vais refermer cette parenthèse pour désormais nous intéresser à ce U8Q avec donc une montée d'un cran sur plusieurs critères sur lesquels je vais naturellement revenir ici avec un rapide rappel des caractéristiques techniques. D'abord, il faut savoir qu'au sein de cette gamme 2025, l'offre s'étoffe. L'année dernière sur U8NQ, on avait 65 et 75 et cette année, Hisense vise beaucoup plus large puisqu'on va du 55 au 100 pouces, donc un 100 pouces qui ne sera pas disponible tout de suite, je vais y revenir. Plus en détail, on reste sur des dalles LCD avec du rétroéclairage mini LED. Si vous êtes abonné à la chaîne, eh bien vous savez également qu'il y a des variantes en fonction de la diagonale d'écran. Sur le 55 pouces, on sera sur une dalle LCD rétroéclairage mini LED sur tous, je l'ai dit, mais de type ADS. Sur le 65, on rebascule sur une dalle VA. 75, on revient à de l'ADS. Et puis 85 et 100 pouces, on reste sur du VA, donc Vertical Alignment. Attention à ne pas confondre avec ce qu'on a vu débarquer récemment, notamment chez TCL, avec le Wide HVA. Alors le HVA, on sait que c'est la dénomination du VA chez TCL, et ce Wide contribue à offrir de meilleurs angles de vision, notamment à cette série C8K que j'ai testé sur la chaîne. Et je vais pas vous spoiler, mais oui, il y a quand même bel et bien une différence avec ce modèle-ci. De nouvelles dalles qui permettent aussi à Hisense de revendiquer des téléviseurs plus lumineux, avec des valeurs en pic de luminosité qui démarraient aux alentours des 4500 nits pour le 55 pouces, 5000 nits pour le 65, c'est ce qui est promis ici, et jusqu'à 6000 nits pour le gigantissime 100 pouces. Il y a aussi des changements et des évolutions du côté du nombre de zones en fonction des diagonales, et attention, la nature de la dalle évoquée juste avant, eh bien n'est pas sans effet sur le taux de contraste qui est même annoncé par Hisense. En matière de luminosité, on se rapproche justement de son rival, le C8K. Après, en nombre de zones, etc., ça change un peu. Le 55 pouces, là, le nombre de zones est annoncé à 1092 zones. Il n'est pas précisé si on a plusieurs mini LED ou pas. On sait que chez TCL, une zone égale une mini LED, avec ces différentes évolutions de forme et de conception qu'on a vues. Et donc là, on est sur 1092 zones chez Hisense. Le contraste annoncé est de 2000 pour 1. 65 pouces, dalle VA, 2048 zones, taux de contraste de 5000 pour 1. C'est le modèle qui est à côté de moi. 75 pouces, 2880 zones, taux de contraste, 2000 pour 1. Donc on repasse de 5000 à 2000. Le 85, on revient sur du VA, 3168 zones, et donc taux de contraste annoncé, 5000 pour 1. C'est le même taux de contraste qui est annoncé pour le 100 pouces avec 6144 zones. Je pense que vous aurez compris un peu où je veux en venir. En d'autres termes, à votre place, j'irai clairement privilégier les modèles qui utilisent une dalle VA parce qu'on aura de meilleurs contrastes, mais c'est de toute façon la promesse initiale de cette conception et de cet alignement des pixels. Parmi les autres promesses qui sont associées à ce modèle de 2025, il y a une petite évolution aussi du côté du gaming. Et ouais, on passe sur une dalle qui est désormais compatible HDMI 2.1 sur 3 connecteurs, et ces 3 connecteurs permettent de faire de l'Ultra HD à 165 Hz, mais on a en plus un DisplayPort 1.4 sur l'autre côté du téléviseur, et là lui aussi est capable de gérer du 165 Hz. C'est vraiment un plus quand même assez pratique si on veut brancher notamment un ordinateur à la volée, mais comme je l'ai dit, je vais y revenir. Tout ça est connecté et géré par une puce appelée HiView Engine Pro, derrière laquelle se cache en fait un processeur 4 cœurs MediaTek MT9655 qui n'est autre qu'une Pentonic 800. Eh oui, on n'est pas sur du Pentonic 1000, comme chez certains constructeurs plus premium, on peut penser notamment à du Sony par exemple, mais on est au-delà d'un Pentonic 700
qu'on trouve massivement chez TCL, son concurrent encore une fois, direct, et qui, on le sait, ils continuent de l'utiliser. À chaque fois que j'en parle avec eux, ils ne semblent pas décider à basculer, à changer de puce, parce qu'ils évoquent à chaque fois les coûts de R&D trop importants, et puis surtout, visiblement, cette puce leur conviendrait encore. Et pourtant, eh bien, on est quand même nombreux régulièrement à constater que même si ça s'améliore, eh bien, il y aurait matière à faire mieux chez ce rival de chez Hisense, et pour l'instant, ils semblent rester campés sur leur position. Chez Hisense, on progresse. Ça progresse aussi sur la partie audio, puisque l'on passe d'un système 2.1.2 canaux sur le U8NQ de l'année dernière à un système ici 4.1.2, qui n'est pas sans conséquence le design, l'ergonomie du produit. Je vais y revenir dans le chapitre qui est consacré à cela. En tout cas, la décomposition, eh bien, c'est 2 haut-parleurs de 15 watts en façade, 2 caissons de 10 watts à l'arrière et 2 voix pour la partie haute de 10 watts. Je ne vous ferai pas l'affront de vous parler d'un téléviseur qui reproduit un effet Dolby Atmos. On va juste se parler d'un peu de spatialisation et d'un peu plus de détails. Du côté des choses qui ne changent pas et qui font toujours aussi plaisir, eh bien, on a la prise en charge sans limite des formats HDR avec le HDR10+, allez, HDR10+, adaptive même, Dolby Vision, IQ, HLG, donc on est plutôt tranquille de ce côté-là, et on retrouvera aussi dans les menus tout ce qui va bien, puisque les capteurs sont présents physiquement, avec capteurs de luminosité, notamment que l'on va pouvoir activer, désactiver, mais aussi activer ou désactiver manuellement des petites choses comme Dolby Vision, Precision Detail, et comme on a en prime, eh bien, le IMAX Enhanced qui est supporté ici, on a aussi le support du DTS HD. Bref, je pense que tout y est. Ça, c'était la partie caractéristiques techniques et on passe à la partie tarif. Je vous l'ai dit, on est là sur un produit qui veut lui aussi démocratiser la technologie LCD mini LED sur un produit qu'on ne va pas qualifier de entrée de gamme ou de pied de gamme. On est sur un bon milieu de gamme, à l'image de ce C8K qui porte différentes dénominations d'ailleurs chez TCL. Et on a donc les prix qui s'affichent avec ce 55 qui est à 999 €, moins de 1000 €, 65 pouces 1299 €, 75 499 €, 85 à 1999 €. On est clairement dans la target, c'est clairement le TCL C8K. Alors tous ces produits-là, ils sont disponibles, c'est sur le site. Les prix que je vous ai évoqués, ce sont les prix publics que j'ai collectés là maintenant à mi-août auprès du constructeur, mais naturellement, ce sont des prix publics annoncés. Et ensuite, ici, il y a les prix qui seront pratiqués dans la distrib. Regardez toujours du côté des offres spéciales, etc. Je vous ai également dit que cette gamme, elle serait déclinée en 100 pouces. C'est le cas d'ailleurs de bien d'autres gammes chez Hisense, qui comptent vraiment beaucoup de très très grandes diagonales d'image. C'est le challenge pour ces constructeurs chinois globalement. Et je vous rappelle donc qu'il avait été annoncé lors de ma première vidéo avec un prix indicatif qui était de l'ordre de 5000 €. Celui-ci, pour l'instant, on va le mettre de côté puisque de toute façon, la disponibilité, elle est prévue pour le dernier trimestre de cette année. Donc, patience pour tous ceux qui voudraient aller chercher de la très grande taille d'écran. Concernant l'ergonomie du produit, eh bien, il y a là aussi quelques évolutions, changements ou jolies petites différences pour cette QV 2025. De prime abord, on pourrait se dire qu'on reste sur un téléviseur avec un pied central, c'est plutôt une bonne chose, vous l'avez là sur les images. Il a en plus au dos un système de cache que l'on va pouvoir enlever pour faire un peu de câble management, gérer tout cela proprement. Et puis, bah oui, il est réglable aussi selon 2 hauteurs pour accueillir une barre de son si nécessaire. Là aussi, évolution qui tente à se généraliser. Attention, le pied central est proposé jusqu'au 85 pouces inclus, donc 55, 65, 75 et 85, et le 100 pouces, eh bien, il sera lui monté pour des raisons évidentes de poids, de stabilité, sur 2 pieds écartés. Je poursuis sur cette partie design en vous rappelant que l'année dernière, sur le U8NQ, eh bien, le téléviseur, il était doté de cette grille qui était située, enfin, cette ouverture qui était située dans le bas du TV qui permettait de faire ressortir l'audio, et sur l'aspect purement design, esthétique du produit, ça n'avait pas fait l'unanimité, en tout cas au sein de la communauté. Les haut-parleurs sont désormais intégrés sur les flancs du téléviseur et je trouve eh bien que ça contribue, ça participe même à ce design et surtout ça reste légèrement
dirigé vers les spectateurs et donc c'est plutôt un bon point. Mais là aussi, je vous invite à vous exprimer parce que, comme on le dit, tous les goûts sont dans la nature, donc c'est clairement une appréciation très personnelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce qui est sûr, c'est que cette intégration permet aussi d'avoir un téléviseur qui, l'année dernière, avec plusieurs différences d'épaisseur, et cette année, on est sur un châssis qui est plus uni. On est sur 4,5 cm d'épaisseur sur toute la hauteur et toute la largeur. Il y a un système VESA 400 par 400. Là où ça ne change pas, c'est sur la télécommande. Du coup, je vais juste vous rappeler qu'elle fait partie d'un modèle que j'apprécie au sens où elle est complète. On a des touches de raccourci, on a un petit panneau solaire en bas qui se charge de recharger la batterie par le biais du solaire. On a aussi un port USB type C. Je pense que du coup, ça n'aura aucun souci de durée de vie de la batterie. Le truc, c'est que le petit panneau solaire, justement, il est intégré en bas. J'avais déjà dit que ça avait pas ma préférence, ça retient bien les traces de doigts. Bon, je pense que chez Hisense, on se dit que c'est moins risqué de la mettre là par rapport à un Samsung qui l'intègre au dos. Ils ont peut-être pas tort. Je n'ai pas eu de téléviseur de chez Samsung suffisamment longtemps pour voir si le panneau au dos se raye, s'il s'abîme. Peut-être même qu'il peut casser si jamais la télécommande tombe violemment au sol. Ici, elle est entre guillemets protégée par l'épaisseur des touches, donc n'hésitez pas, partagez votre retour là-dessus. Il faut savoir aussi qu'elle est dite rétroéclairée, cette télécommande, et c'est pas un point que Hisense pousse beaucoup. Ce qui me gêne un peu dans ce système de rétroéclairage, c'est que Hisense semble avoir fait une économie quelconque sur ce qui est intégré à la télécommande pour activer le rétroéclairage, parce qu'en fait, pour en bénéficier, il faut aller activer le capteur de luminosité du TV, et lui va ensuite indiquer à la télécommande qu'il doit tout simplement actionner le rétroéclairage lorsque c'est nécessaire. Voilà, donc je pense que c'est largement perfectible sur ce sujet, et c'est peut-être pour ça donc justement que le constructeur ne communique pas des masses là-dessus. Pour en finir avec le design, il est vrai que une fois qu'on a goûté aux bordures fine des nouvelles gammes de TCL, on s'y habitue. Alors naturellement, il y a absolument rien de critique ici parce que le châssis est plutôt dans une teinte un peu gris foncé. Les bordures sont noires, c'est des choses qu'on ne verra de toute façon plus lorsqu'on sera dans des conditions cinéma ou qu'on regardera ces séries. Et puis en partie basse également, c'est plutôt bien réalisé, c'est bien assemblé, c'est propre. Donc voilà, c'est qu'une appréciation et une forme de comparaison sur, encore une fois, comment les marques tentent de se distinguer l'une l'autre. Donc ça progresse. Ça progresse chez les deux du côté de la rivalité et c'est finalement pour le plus grand bonheur des utilisateurs qui vont pouvoir aller plutôt vers l'un ou vers l'autre des constructeurs. Et il y a assurément un autre point qui va être nécessaire pour trancher, c'est la qualité de l'image. Comme d'habitude, fiez-vous aux images d'illustration plutôt que celles qui sont ici captées avec l'environnement, les éclairages, etc. Du côté de la qualité de l'image, là, je vous cache pas que c'est difficile de les départager, c'est compliqué. Certains, comme moi d'ailleurs, vont regretter que, encore une fois, la comparaison se limite à du Hisense et à du TCL, mais en même temps, je ne peux m'exprimer que pour les modèles que j'ai déjà testés. Et sachez toutefois qu'il y a pas très loin un Sony Bravia 5 dans le coin qu'on ajoutera rapidement à cette logique de comparaison, si tant est qu'ils parviennent à tenir la distance face à ces LCD mini LED qui placent tous les ans la barre un petit peu plus haute. Faut-il pour autant changer de modèle 2024, remplacer son modèle de 2024 par un modèle de 2025? Comprenez, remplacer un U8NQ par un U8Q ou un C89B par un C8K et ses N références, clairement, je ne pense pas. Voilà. Sauf si vous avez le budget et que vous trouvez un bon moyen de revendre votre téléviseur de l'année dernière, ce serait quand même abusé de changer de TV tous les ans, ou alors si vous avez prévu de le mettre dans une autre pièce de la maison pour passer à quelque chose de plus grand, puisque cette année, les constructeurs nous en donnent la possibilité avec des tailles gigantissimes, comme je l'ai dit. Mais quiconque viendrait, en revanche, d'un TV plus ancien, et j'ose le dire, même d'un téléviseur OLED qui a quelques années, on va prendre une série C quelque chose ou même une série G quelque chose de chez LG, avant qu'on ait ces dalles méta avec les MLA, etc. Je pense clairement que l'expérience devrait vous ravir, a fortiori si vous augmentez la taille, la diagonale de l'image. Alors je sais que certains d'entre vous pourraient ne pas être d'accord, voire même pas du tout d'accord avec ce que je viens de dire, et je peux réellement l'entendre, le comprendre et en débattre si vous le souhaitez aussi dans les commentaires ou sur le Discord. Mais j'ai une approche qui, pour moi, place le critère du prix
comme étant quelque chose de très important. C'est presque le premier critère d'achat. Qu'est-ce que je suis en mesure d'acheter financièrement? Parce qu'il va définir aussi les concessions que je serai prêt à faire ou quelles concessions je ne serai surtout pas prêt à faire et qu'est-ce qui va s'imposer à moi, quelle que soit la marge sur le budget. C'est-à-dire si j'ai quelques centaines d'euros en plus ou en moins, enfin quelques centaines d'euros en plus en l'occurrence à accorder à un modèle par rapport à un autre, est-ce que je mets 100, 150 euros de plus vers un produit de taille plus grande? Est-ce que je vais vers de l'OLED parce que je peux dépenser plus? Est-ce que je me contente plutôt d'un LCD mini LED, voire autre chose? Pour moi, cette réponse, j'y ai déjà partiellement répondu. Je ne néglige pas l'expérience que l'on a avec un 55 OLED. J'ai eu le G5 en 55, j'ai eu le S95F en 55, j'ai actuellement aussi le Z95B en 55 et ce sont des téléviseurs qui délivrent une image sublimissime. Pour autant, l'OLED LG et le Samsung que j'ai eu tout en ayant également le 75C89B, je peux vous assurer qu'au quotidien, moi, comme les autres membres du foyer d'ailleurs, on savait quel était le téléviseur qu'on allait allumer parce que la très grande taille, ça opère également. La magie opère aussi, a fortiori, quand on est en plus sur des téléviseurs comme ceux-là, où on se rapproche très sérieusement dans la reproduction des noirs, quand on est bien en face de l'expérience de l'OLED. Chez TCL, on sait que historiquement, c'est un peu aléatoire aussi sur le traitement, en fonction en plus des diagonales, mais ça semble progresser, voire même se stabiliser avec certains des firmware dans les V500. On a vu qu'il y avait des choses qui aident pas mal. Chez Hisense, globalement, j'ai quand même l'impression qu'on joue un petit peu moins à la roulette. C'était déjà le cas l'année dernière et ça se revérifie une nouvelle fois cette année parce que, encore une fois, on a un processeur qui visiblement travaille mieux, HiView Engine Pro, Pentonic 800 en l'occurrence, et surtout le travail algo qui est fait derrière par les équipes de chez Hisense me semble meilleur. Peut-être parce que ils ont embrayé sur un traitement d'image plus tôt que les équipes de TCL. On sait qu'il y a eu des longs allers-retours, enfin des forcing qui a dû être fait du côté des équipes européennes pour que ça évolue et ça progresse. L'approche de comment on traite les images et qu'est-ce qu'on livre à nos clients. Et peut-être que cette démarche-là, ils l'ont fait depuis plus longtemps chez Hisense et ça paye. Mais néanmoins, c'est très cool. C'est très cool dans les deux sens. Et on a une surcouche ici en plus qui s'applique avec le téléviseur de Hisense, une surcouche logicielle, qui me semble là aussi plus efficace. On a bien un mode cinéma, un mode filmmaker qui font déjà bien le taf, y compris dans les déclinaisons en HDR, mais on peut clairement optimiser le truc. Par exemple, sur le mode filmmaker, ça coupe pas mal de traitements, et je sais que certains d'entre vous qui vraiment sont irrités par cet effet de saccade sur des contenus 24p, et pas seulement d'ailleurs, seraient frustrés d'avoir ce mode filmmaker et des saccades bel et bien visible. Mais du coup, pour compenser, pour corriger cela, il suffit d'aller justement dans les options de compensation de mouvement et de basculer ça sur la meilleure des options entre homogène et standard, parce que c'est à peu près là que se situe la gestion de la fluidité pour quelque chose au plus fluide possible. C'est du côté, en l'occurrence, du homogène, et puis ensuite ça va en descendant. Standard, on réduit un petit peu, net un petit peu plus, film encore un petit peu plus, et puis alors si on la désactive, vraiment, on va retrouver des effets de saccade. Et je vous laisse d'ailleurs ici apprécier ces quelques séquences vidéo. Elles sont issues du Blu-ray de test de Spears & Munsell. C'est des contenus avec un haut débit en 24p, et je pense que la comparaison, lorsque j'active les différents modes de compensation, vous allez assez rapidement voir l'impact que cela a, et que ce soit d'ailleurs en mode désactivé, en mode homogène ou standard, je pense que la démo parle d'elle-même et que c'est clairement assez flagrant. La démo dans le hamac est encore plus subtile au sens où c'est quelque chose qui ressemble plus à du véritable contenu vidéo. Et là, vous pouvez apprécier sur une multitude d'éléments à l'image. Il faut vraiment s'intéresser aux petits détails parce qu'on a le hamac lui-même qui laisse parfois derrière lui une espèce de bouillie de pixels. Pour résumer la chose un peu ainsi vulgairement, on a le visage qui également peut provoquer, qui peut bénéficier au nom de ces traitements. On a les cheveux, mais on a surtout aussi, les lignes verticales du chemisier de Sarah, puisque c'est son prénom dans la démo, qui sont une vraie torture pour un mauvais algorithme. Là, clairement, je pense aussi que vous allez voir cet effet de saccade qui se produit. Est-ce que pour autant, vous ne verrez plus jamais aucun
souci sur les contenus que vous allez visionner, eh ben, je vous le dis, je me garderai bien de mettre ma main à couper tout simplement là-dessus, parce que je me rends compte aussi qu'avec la vaste communauté Discord, le temps passé sur les échanges, etc., et puis les commentaires, que tout le monde n'attend pas la même chose de la qualité d'image en vidéo, et qu'on n'a pas tous la même tolérance sur ces phénomènes de saccade, et parfois, j'ai même l'impression que certains en voient ou moi j'en vois pas du tout. Voilà, clairement, on a des contenus, et puis qu'est-ce qui se passe chez vous, quelles sont les sources que vous utilisez également. On a vu des choses parfois assez étranges, ne serait-ce que du côté des câbles HDMI, le fameux coupable à chaque fois. Donc, ce que je peux vous montrer ici avec cette plateforme, et c'est pour ça que j'utilise régulièrement les mêmes contenus, c'est pour avoir une forme de, je sais même pas si ça se dit, répétabilité, ou en tout cas de reproduction des scènes que vous pourrez apprécier dans les tests en vidéo. Moi, je regarde évidemment d'autres choses, mais c'est ce que je vous partage, qui vous permettra peut-être de vous dire, ok, là il est mieux là-dessus, là il est mieux là-dessus. En tout cas, moi je trouve que ce téléviseur, globalement, il bosse vraiment bien, y compris sur les vidéos habituelles de YouTube. Et je me suis également fait une soirée John Wick avec ce numéro 3, ce troisième volet, Parabellum, que je trouve être un bon exercice, parce que déjà on a une piste audio qui est cool, et puis surtout l'image est très cool en Ultra HD, et le film a certaines très belles scènes, je trouve, qui permettent d'allier des environnements sombres à des éléments lumineux. À quoi je pense? La scène de nuit avec des lampadaires bien punchy, la course moto, des effets de flair anamorphique, un bâtiment de verre dans la nuit avec des néons qui traversent l'image de part en part, soit verticalement, soit horizontalement d'ailleurs, et les deux, et qui pourraient à n'importe quel moment provoquer du blooming. Le vrai truc, c'est que lorsqu'on est en face du téléviseur, ça se passe très bien. Ouais, je n'ai rien noté de franchement critique, j'ai eu une belle expérience cinéma. Dans les faits, les bandes noires, elles aussi, en haut et en bas, sont parfaitement reproduites. Donc si jamais vous souhaitez soumettre votre téléviseur également à ces tests, sachez que, certains l'auront compris, c'est des images qui se passent à peu près à 1h15 de film. C'est cette séquence-là qui m'a fait dire qu'ici U8Q s'en sort quand même plutôt pas mal du tout dans la reproduction de tout ça. Et puis les costumes noirs de John Wick, le grain de peau, les détails dans la barbe, bref, vraiment je trouve que c'était très 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 cool. J'en reviens aussi cette fois-ci à une fameuse Spears & Monsil pour apprécier la logique d'angle de vision. Ça aussi, c'est une comparaison qui est difficile. C'est difficile parce que sur le côté, vu de face, franchement, le téléviseur, il assure. Après, c'est vrai que sur le côté, là aussi, en fonction des contenus, en fonction de comment le téléviseur comprend tout ça, ça va se passer plus ou moins bien. Et quand j'avais commencé les tests, je vous cache pas que je me suis dit, wow, ça va pas. Et il y a encore des choses qui me laissent penser que sur la logique des angles de vision, et là-dessus, je pense que c'est le cas. Sur la logique des angles de vision, pour moi, le C8K, il est meilleur. Pourtant, je vous ai évoqué le nombre de zones qui sont présentes ici sur ce téléviseur. Et il y en a plus, à diagonale équivalente, il y en a plus sur le U8Q que sur le C8K en l'occurrence. Et quand je vois ça, là, la barre de menu de YouTube, je vois bien que j'ai un phénomène de halo qui se provoque ici, mais qui, si ça se trouve, tient plus de la logique, de l'algo, de comment l'application YouTube commande ce système, parce que, pour vous expliquer mon raisonnement, je vais revenir en arrière, à bien des années en arrière d'ailleurs, puisque on va se parler des premiers tests de téléviseurs LCD mini LED chez Samsung. On était sur des TV où, lorsque je lançais l'application Netflix, que je mettais les sous-titres ou que j'actionnais certains menus, c'était horrible. Le résultat était dégueulasse au possible. Et en fait, il en a fallu vraiment beaucoup de temps et d'échanges avec les équipes de Samsung à l'époque et Samsung UK pour comprendre en fait que l'application Netflix n'ordonnait rien au système de rétroéclairage et que donc du coup on avait des espèces de gros pâtés, n'adressait pas bien le système de rétroéclairage et donc on avait des espèces de gros pâtés qui s'affichaient et qui s'illuminaient à l'écran. Ça, c'est désormais mieux maîtrisé. Et quand je suis ici sur le côté, j'ai quand même une belle image. Pour autant, ça n'empêche pas que je vais avoir peut-être ici sur cette vidéo YouTube, un rendu qui va être un petit peu moins sombre dans les bandes noires, mais sur le John Wick, par exemple, c'était pas du tout le cas. J'étais en face, j'avais des bandes noires qui étaient bien noires. Donc oui, on aura des choses où la technologie LCD à rétroéclairage mini LED, malgré le nombre de zones qui est ici promise et annoncé par iSense, ne suffit pas, ne fait pas tout pour avoir un rendu similaire à celui de l'OLED. Pour autant, on s'en rapproche vraiment beaucoup. Je pense que TCL
un petit temps d'avance avec notamment ces dalles WHVA. Ça n'en fait pas pour autant de ce U8Q un modèle moche, il s'en sort plutôt bien. Et d'ailleurs, vous avez de toute façon ces images qui vous permettent d'apprécier à la fois les boucles que j'ai tournées avec le Spears & Monseal. Et puis, il y a également cette scène de Marco Polo visionnée depuis Netflix. Netflix, définition Ultra HD, 15-17 mégabits par seconde. Ça vous donne quand même une idée de la compression qui est là-dedans. Et cette scène, pourquoi j'aime bien, alors qu'il y a une multitude d'autres choses qui existent, eh bien j'aime bien l'utiliser pour soumettre les téléviseurs à la gestion du local dimming dans le cadre des sous-titres. Ouais, il y a plein de choses que je pourrais utiliser, vraiment beaucoup. Mais pour le coup, j'aime bien celle-ci. Voilà, c'est comme ça, j'aime bien les textures qu'on peut apprécier ou non, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien globalement la luminosité de la scène pour apprécier un petit peu tout ça, j'aime bien les variations entre les vêtements un peu sombres, les manches blanches, etc. Voilà, j'aime bien voir comment les téléviseurs s'en sortent là-dedans. Et puis c'est comme à chaque fois un truc que je multiplie, ça me permet d'avoir un des éléments de référence propres commun à chacun des téléviseurs pour apprécier des performances propres à chacun d'entre eux justement. Donc là, ça c'est une logique sur la gestion des sous-titres sur laquelle il s'en sort plutôt bien. Et d'ailleurs, je trouve que le Hisense s'en sort globalement plutôt bien sur les applications de streaming. Puis il y a d'autres boucles sur YouTube qui ne sont ni en Ultra HD, ni en HDR, et pour lesquelles le TV, là aussi, a fait un très très bon job. Vous avez encore ici les images, le rendu est tout à fait propre. On est sur un 65, c'est plus grand que les 55 que j'ai pu tester, c'est plus petit que le 75, donc la diagonale, la surface visible à pixels, nombre de pixels équivalent, et donc densité forcément, qui sera un peu moindre en fonction de la surface. Plus c'est grand, moins la densité est importante au centimètre carré. Mais dans l'ensemble, on a quand même un téléviseur qui se comporte bien. Je pense même que si le C8 IV TCL délivre une patate significative à l'image, avec des angles de vision que j'ai quand même envie de qualifier meilleurs, j'ai quand même envie de dire que les angles sont meilleurs, le filtre qui est appliqué également à la dalle est un peu différent, c'est pas exactement les mêmes reflets, mais on a quand même ici pas mal de reflets sur le téléviseur de chez Hisense, donc les prestations techniques des deux TV sont assez proche. L'année dernière, entre un C89B et le U8NQ, j'avais quand même mis la plateforme technique du TCL devant celle de Hisense, mais l'image de Hisense me semblait plus douce, plus agréable. Et ben cette année, comme TCL remuscle un petit peu son jeu, et bien il continue de rester devant, tout en permettant aussi à Hisense d'évoluer. Autre chapitre que je peux quand même raccrocher à cette partie qualité de l'image et qui va concerner certains phénomènes qui, je le sais, sont au cœur des préoccupations d'un bon nombre d'entre vous. Je pense notamment à ces phénomènes de postérisation et de banding. C'est aussi valable que les logiques de blooming sur lesquelles je viens assez longuement de m'attarder et de m'étaler. Sur les différents contenus que j'ai visionnés, je n'ai rien remarqué de particulièrement critique. Peut-être parce que je n'utilise pas les bonnes sources complètement dégradées. J'utilise ce que je regarde au quotidien. Je ne vais pas aller chercher absolument à mettre en défaut ces TV parce que c'est possible avec tous les TV. Je vous l'ai déjà dit, si on cherche, on trouve. Avec des contenus réel sur le Blu-ray de Spears & Monseal, avec les éoliennes qui tournent dans le ciel bleu ou ces aplats du ciel bleu ou des contenus YouTube avec cette vidéo de Morocco où on voit qu'on a un joli soleil avec cette uniformité vraiment de la dalle, et bien là par exemple je ne vois pas de banding particulièrement critique. Donc il faut savoir être attentif, certes, mais pour autant les choses se passent bien et n'allez absolument pas vous obstiner à essayer de trouver des choses. Et comme vous me connaissez, vous savez que si ces vidéos sont longues, c'est parce que je veux vous raconter des choses, mais je veux surtout vous les montrer. Eh ben, je suis quand même allé rechercher cette série Game of Thrones avec cet épisode qui a d'ailleurs été utilisé par d'autres constructeurs, Philips TP-Vision et même Danitac, qui est le responsable, le patron, le papa de toute la partie technique de chez Philips TP-Vision, qui avait été chercher cet épisode 1 de la saison 8, à savoir Winterfell, qui était là pour nous illustrer à quel point les téléviseurs avaient progressé sur la gestion de la postérisation dans certaines scènes. Et c'est vrai que vous allez voir qu'on est là dans les scènes qui se déroulent ici dans les cryptes, dans un environnement qui est très très difficile à reproduire en raison de la faible luminosité globale, ponctuée par des foyers de feu, des torches, des bougies. Et là, clairement, c'est une vraie
torture compte tenu du niveau de détail qu'il y a à reproduire. Et ça, pour un téléviseur LCD mini LED, eh ben c'est là qu'on peut commencer à apprécier le résultat. Et là, je pense que vous devez aussi voir. Alors, je ne veux pas me prendre un strike et me retrouver avec une vidéo complètement ban par YouTube, donc vous avez là que des images à arrêter, mais on ne perçoit pas justement ces effets dégueulasses à l'écran. En tout cas, moi, je ne les ai pas vus. Donc c'était cool sur John Wick dans un environnement difficile, et c'est cool sur cette série-là, sur cet épisode-là, qui est d'autant plus difficile encore. Mais je vous le rappelle, si vous cherchez absolument des problèmes, vous allez en trouver. Donc on commence par faire joujou avec les réglages, on essaye de trouver ce qui convient le mieux, et ensuite, eh bien, on garde ça en tête, on garde cette image en se disant que finalement, on profite de son film. Pour conclure, sur la partie qualité de l'image, vous avez là aussi quelques captures issues d'un match de foot. Là aussi, faut le reconnaître, là où il y a des faiblesses. En l'occurrence, chez TCL, eh bien, on sait que la gestion des événements sportifs, notamment quand ça passe par le tuner TNT du TV, eh ben, moi, j'ai pas toujours des résultats foufou. Quand ça passe par une box externe, c'est peut-être un petit peu différent. Eh ben, c'est plutôt OK. Chez Hisense, on a plutôt une jolie reproduction. On n'est peut-être pas au niveau de chez Sony, qui vraiment sur ce sujet-là fait très 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 fort. Je pense que c'est toujours d'ailleurs parmi les meilleurs, mais c'est à vérifier quand même dans un prochain test, et c'est quand même sympa. C'est sympa chez Hisense à condition, selon moi, selon mes goûts en tout cas, de se limiter au mode filmmaker, qui est clairement plus supportable que le mode sport. Ça, là aussi exprimez-vous, mais je ne comprends pas que les modes sport soient obligatoirement dans une configuration colorimétrique à la n'importe quoi, avec une pelouse verte fluo. Il y a un boost de luminosité, certes, et finalement, cette combinaison de saturation des couleurs et de haute luminosité fait que ça ne fait que accentuer les défauts qui sont compliqués. Et justement, lorsqu'on bascule du coup dans ce mode sport, eh bien, on a un TV qui, d'une certaine manière, affiche les défauts de manière un peu exacerbée. On a des pixels autour des joueurs, on a des choses qui sont très saturées, et je trouve pas que le choix d'utiliser le mode sport est bon. Un entre-deux, pour moi, serait souhaitable, surtout pour Hisense, qui est une marque sponsor dans le monde du sport, et je pense plus précisément au Paris Saint-Germain. Vous aurez sans doute constaté enfin sur toutes les images qui ont été affichées ici qu'on est sur une consommation pour ce 65 pouces qui dépasse rapidement les 200 watts, mais c'est pas déconnant. On est à peu près dans la bonne moyenne de ce que consomment ces téléviseurs, a fortiori ici LCD, mini LED avec une telle puissance lumineuse, puisqu'on est là sur un beau paquet de nits. N'oubliez pas qu'on aura une vidéo consacrée aux résultats des mesures là-dessus. Je vous en affiche quand même quelques petites captures, histoire de commencer à vous faire saliver. Mais on est vraiment là sur un téléviseur qui envoie très 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 fort du bois sur l'image, la luminosité. Mais voilà, il y a peut-être un petit quelque chose à faire encore sur la gestion local dimming pour rattraper son rival. C'est déjà très bien. Bien, je vais maintenant vous parler du gaming. J'espère que vous ennuyez pas trop, vous en avez pas trop marre de m'entendre. J'ai tellement de trucs à dire à chaque fois sur les tests. Le gaming, on passe sur du 165 Hz. Bon, c'est vrai que sur le papier, si vous aviez un téléviseur qui est en 120, bon, le gain mineur, est-ce que vous allez réellement le constater? Si vous êtes joueur PC, pour le coup, parce que c'est le seul intérêt. Si vous êtes joueur PC sur votre télé, parce que les consoles, le 165, on s'en fout. Le 120, ça va bien. Mais du coup, ça peut représenter quand même une petite évolution. Si vous avez l'œil avisé, l'expérience à viser, peut-être que vous verrez la différence. Là où ça va devenir surtout très intéressant, c'est si vous quittez un ancien téléviseur qui faisait par exemple que du 60, alors ancien ou pas d'ailleurs, ça peut être un téléviseur plus entrée de gamme, qui ne faisait pas du 120 Hz, là, ça peut commencer à causer. Et puis certains d'entre vous vont se dire, ah ouais, mais c'est cool le petit port, le petit DisplayPort justement, qui est présent sur le téléviseur, parce que quand je veux venir avec mon PC portable jouer à mes titres sur mon téléviseur, j'ai pas besoin soit de laisser un câble HDMI en attente, soit d'être là, essayer d'accéder derrière le TV, surtout que quand on a un cache, c'est un peu chiant. Bref, je vous la refais pas. Le câble DisplayPort sur le papier, il est intéressant, mais il est intéressant, attention, pas tout le temps. Une petite mise en garde, parce que là aussi, je vais vous inviter à partager votre expérience sur le sujet, si tant est que vous en ayez, mais la mienne, la voici. Parce que lorsque j'ai utilisé le connecteur DisplayPort, j'ai quand même assez régulièrement eu des soucis divers, essentiellement sur le jeu Counter-Strike, et ça s'est avéré, pour être très clair avec vous,
quasi injouable en 2160p à 165 Hz avec alors j'ai toujours mon Razer Blade 18, avec une configuration dans les réglages assez costaud. Comprenez, une qualité d'image assez costaud. C'est une RTX 4090 qui est intégrée. Et j'ai l'impression que le débit max de ce DisplayPort 1.4, qui est ici de 32,4 gigabits par seconde, n'est pas suffisant. En tout cas, de toute façon, il est en dessous des 48 gigabits du HDMI 2.1. Mais voilà, j'avais quand même une expérience qui n'était pas fofolle, j'ai abandonné. Le 2160p à 165 sur mon PC, est-ce que ça vient de mon câble? Est-ce que ça vient de ma carte graphique? Est-ce que ça vient du fonctionnement interne de la machine? C'était pas génial. Là où c'est devenu plus intéressant, c'était en 1440p 165. Là, pour le coup, j'avais moins de soucis, mais pour l'expérience optimale, eh bien, ça s'est déroulé quand même en HDMI 2.1 avec mes petits câbles Ugreen pour lesquels, eh bien, vous allez retrouver là aussi des liens en description. Ils sont affiliés, non pas que ça va me faire gagner des milliers, mais encore une fois, quitte à vous partager des liens, encore autant qu'ils soient affiliés, ça vous coûte pas plus cher et moi, ça me rapporte une toute minuscule commission. C'est quelques pourcents sur un câble qui coûte pas cher. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, une bonne expérience gaming, que ce soit sur PC ou sur console, en l'occurrence ici la Xbox Series X, avec un téléviseur qui semble quand même bien se comporter, avec cette petite parenthèse quand même que je maintiendrai autour du DisplayPort 1.4 qui, je pense, va imposer de faire quelques concessions, mais est-ce que ça viendrait pas aussi de mon câble? Peut-être d'autres tests à faire, et en tout cas un retour aussi de ceux qui pourraient être propriétaires de ce téléviseur. N'hésitez pas à partager votre expérience. Intéressant donc que ce U8Q sur cette partie gaming, avec des petites choses qui aujourd'hui aussi font partie des standards, à savoir la Game Bar. Voilà, ici elle est là, vous la voyez, elle permet de choisir le mode d'image entre standard. On a un mode automatique, on a un mode sport, on a un mode RTS, RPG et FPS. Je vous cache pas que j'ai essentiellement utilisé le mode RPG qui m'a semblé être le plus agréable sur la colorimétrie. Le mode FPS, j'ai trouvé qu'il délavait trop les couleurs, c'est un petit peu trop surexposé, mais pas au sens saturé, vraiment surexposé, un peu fade. Bon, mais je vous le rassure, ça se passe pour autant très très bien avec de la fluidité, quelque chose de très punchy. La Game Bar, elle est là, et en fait, on voit qu'on peut activer ici l'AMD FreeSync Premium Pro. Il n'y a pas de certification à proprement parler du G-Sync, mais on retrouve quand même la possibilité d'activer la fonctionnalité puisque j'utilise une carte graphique Nvidia et je n'ai pas noté de réels problèmes de stuttering, d'effets d'image dégueulasses. Franchement, la configuration s'est plutôt bien passée. On a le fameux point de visée également qui va apparaître ici, ce fameux crosshair au centre de la dalle. Il peut être vert, il peut être rouge, il peut être blanc ou il peut être désactivé. Et ensuite, un zoom dans la carte qu'on va activer ou désactiver. On va choisir le mode. Est-ce qu'on veut le mettre à gauche? Est-ce qu'on veut le mettre à droite? Et ensuite, on va ici aller sélectionner la zone que l'on veut grossir. Bon, là, clairement, si on fait ce genre de choses et que l'on va en plus actionner la mire, l'objectif, elle est, absolument ici, de voir si vous êtes vraiment en pleine tête de vos adversaires. Puis vous aurez peut-être remarqué qu'il manque ici dans les modes d'image et jeu la configuration de l'année dernière qui était le fameux mode Black Myth Wukong. Pour moi, il m'a pas manqué parce que j'avais pas aimé, mais c'était un accord de licence avec le lancement, puisque le jeu a été lancé l'année dernière, accord de licence entre le studio et Hisense, et les droits sont tout simplement terminés. Il y a des choses, donc comme je l'ai dit, qu'on ne va pas retrouver de manière aussi léchée, aussi complète sur l'expérience gaming. Là où d'autres constructeurs, par exemple, vont avoir une vraie expérience avec un gaming hub, etc., des applications avec du Luna, avec du GeForce Now, avec du Xbox Cloud, etc., c'est pas encore des choses que l'on va retrouver chez Hisense. Et là-dessus, ils sont quand même un peu en retard. On a moins de modes d'image pour le gaming, on a moins d'applications également consacrées au gaming, mais on a dans l'ensemble néanmoins une bonne expérience globale. Donc dans l'ensemble, la prestation technique du téléviseur est plutôt bonne, c'est à la hauteur du tarif, à la hauteur de ce que propose également la concurrence sur ce niveau du marché, mais ça manque d'une expérience logicielle un petit peu plus travaillée, un petit peu plus complète, et du coup ça donne aussi l'occasion à Hisense de s'améliorer sur ce sujet-là, de continuer à travailler sur globalement la partie logicielle de son téléviseur. Là ici, je reviens sur ce menu et c'est ce qui va m'emmener justement
à basculer à l'accueil, sauf que à l'accueil, je ne peux pas vous afficher justement l'élément dont je veux vous parler ici, à savoir cette barre de menu. Je vais recaler ici sur YouTube juste le temps de vous montrer ici comment ça se passe. Donc on a là, dans les faits, c'est plutôt cool. On a ici cette première barre d'icônes qui nous offre certains raccourcis. Puis ensuite, si on veut accéder à tous les paramètres, je clique ici et là, j'accède donc à tous les paramètres avec les mêmes niveaux d'alerte et surtout des niveaux de détail qui sont quand même très très importants. Alors je vais mettre cette vidéo ici en pause. Donc j'ai ici quand même un niveau de réglage quand on est ici très important. Il y a vraiment beaucoup de réglages. Sur ce sujet-là, il n'y a aucun doute. iSense, c'est un peu comme Pana d'ailleurs. On vous en donne des réglages, on vous en donne plein, et ensuite vous en faites entre guillemets ce que vous voulez, vous activez ou désactivez. En ce qui concerne la partie colorimétrie, en ce qui concerne la compensation de mouvement, etc., il y a quand même pas mal de quoi faire. Mais alors du coup, une fois que j'ai dit ça et que je vous montre ça, je me dis c'est quand même dommage de ne pas avoir des accès plus rapides à ces fonctions. Donc on clique ici sur la fonction qui consiste à modifier et on se dit ces tuiles, on va pouvoir les personnaliser. Par exemple ici, si je maintiens le clic activé, je vais pouvoir déplacer l'icône pour activer ou désactiver le Bluetooth, ou je vais tout simplement pouvoir la sortir de la barre pour aller la positionner dans la partie haute. Donc grosso modo, si je ferme, elle va disparaître. Le sujet, c'est que moi, perso, je m'en fiche complètement d'avoir ici la possibilité d'activer ou de désactiver mon icône de Wi-Fi. Une fois que mon réseau il est en place, j'y touche plus. Et pourtant, il est là. Donc, si je clique là-dessus pour le sortir, voilà, je le sors, je suis content, il n'est plus dans mon truc. Sauf que, entre guillemets, ça me fait un slot de libre, si tant est que ça soit un problème de place. Et pourtant, iSense me propose que dalle. Où sont les autres réglages qui me sont disponibles? Pourquoi ne pas avoir mis ici, par exemple, un réglage qui, justement, va nous permettre d'aller solliciter ces réglages de compensation de mouvement, je l'ai dit. Parfois, le réglage en mode film du compensateur de mouvement, du fameux MEMC, il ne convient pas à certains contenus. Parfois, il va contenir. On va aller chercher plutôt un mode standard ou un mode homogène. Et puis peut-être, pourquoi pas, un réglage dit net. Pourquoi ne pas nous avoir mis ici ce raccourci que je pourrais descendre dans ma barre de commande ici d'accès direct? C'est un petit peu dommage. Pourquoi ne pas nous proposer aussi, par exemple, d'avoir un réglage Dolby Vision IQ que j'active, le Dolby Vision Precision Detail, que j'active ou que je vais désactiver. Donc là-dessus aussi, je trouve que iSense a matière à faire évoluer cette barre. C'est bien qu'elle soit là, mais la personnalisation tient à pas grand-chose et je comprends pas parce que vraiment, regardez un peu la quantité de réglages que l'on a, que ce soit pour l'audio ou que ce soit pour les modes d'image. Regardez ici. Tout y est. On pourrait aller chercher ici différents réglages, différentes briques que l'on viendrait descendre dans la barre principale pour avoir un accès plus rapide. Parce que ça, c'est juste les réglages de base. Et ensuite, dans les paramètres avancés, là, regardez, je retrouve encore toutes les options. Le capteur de luminosité ambiante. Pourquoi je ne peux pas aller directement chercher un capteur de luminosité ambiante, l'activer, le désactiver, activer ou désactiver le mode écho. Quand on a un téléviseur qui balance plus de 3 minutes sans pic, on est aussi, pourquoi pas, en demande de ce type de fonctionnalité. Aller chercher cette fameuse courbe de contraste. Est-ce que je l'active? Est-ce que je l'active pas? Amélioration du détail des ombres. Vous voyez un peu la quantité d'options que nous propose ici iSense. Et là, on sent bien qu'on est sur un acteur historique du monde de la TV. Moi, j'avais déjà travaillé assez étroitement avec les équipes de iSense et je peux vous assurer qu'ils ont une approche sur le nombre d'options. Regardez, franchement, voilà, c'est pas du flan. Ils ont vraiment un nombre d'options, correction de la balance des blancs sur 2 ou sur 20 points, et puis en plus, maintenant, ils sont également compatibles avec le calibrage Kalman Portrait Display, voilà, donc moi, clarté, ici, pour toute la logique de réduction de bruit, ici, tout est coupé. Voilà, les compensateurs de mouvement, c'est ici que ça se passe, je vous l'ai dit, on a activé, désactivé, standard, net, film et personnalisé. Personnalisé, on va activer ensuite tout ce qui est réduction ici des saccades et réduction du flou. Voilà, hop, allez, je reviens, je remets ça en mode, je le laisse en désactivé, allez, je vais le mettre en mode homogène, pourquoi pas. Et donc voilà, donc plein de choses sur l'audio, sur la vidéo, et rien dans les raccourcis. Surtout que la conséquence qui est étroitement liée avec la richesse des menus, c'est qu'on a aussi une arborescence dans ces menus, des menus et des sous-menus assez importants, et que du coup, l'intégration de raccourcis dans ces fameuses tuiles, widgets ou icônes, appelez-les comme vous voulez, me semble d'autant plus pertinente. Donc, iSense, intéressez-vous, je pense, à ce petit point-là, ce serait assez bienvenu. Pour tout le reste, il vous revient, entre guillemets, de vous assurer que toutes les applications
sont proposées sur Vidayu. Allez vous assurer avant d'acheter naturellement ou demander au vendeur si toutes les applications y sont. Mais regardez là, il y en a peut-être certaines que j'ai pas installées, hein. Netflix, Disney+, Prime Video, TV+, Apple TV+, Canal+, Paramount, TF1, France TV, M6, les chaînes de la TNT. Il y a même l'application SFR. Franchement, il y a quand même pas mal de choses. Il y a quand même bien de quoi faire. Hop, je vais lancer justement ce Vida App Store. Donc, allez vraiment regarder si tout est là pour répondre à vos besoins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le système d'exploitation en lui-même, il est quand même très fluide. La puce qui est à l'intérieur, elle travaille bien. Le système démarre vite. Le système s'éteint vite également. Regardez, je vais juste aller rechercher ici sur la Home la gestion des prises HDMI. Enfin, je vais changer de source. Je vais basculer sur le HDMI 3, la console qui est pourtant en 120 Hz. Et vous avez vu à quel point ça a basculé rapidement. Pourtant, Hisense ne parle pas spécialement de Quick Media Switching, le fameux QMS. Et pourtant, regardez, hop, tac. Vous voyez le switch qui est rapide entre une source en 120 et la source ici sur le menu d'accueil. Donc, il y a des très bonnes choses sur Vidayu, il y a des très bonnes choses sur ce téléviseur, mais il y a encore matière à évoluer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur cette partie ergonomie logicielle également. Bien, il est temps maintenant de conclure sur ce qui doit être encore une fois un long test pour ce 65 U8Q de chez Hisense qui, sans réelle surprise, s'avère être un bon téléviseur. C'est une belle évolution d'un modèle de 2024 qui m'avait déjà agréablement surpris et il ne fait du coup aucun doute que ces deux constructeurs chinois montrent une nouvelle fois que ça progresse. Les deux d'ailleurs se suivent. L'un progresse, l'autre aussi. Et ils se suivent même et se surveillent de très près. Et ça se confirme par les prix parce que au moment, encore une fois, où j'enregistre cette vidéo, les tarifs sont assez proches entre U8Q et C8K, et c'est N dénomination. On est proche. Je le rappelle, 55 c'est 999 €. 65 qui est ici, c'est 1299 €. Le 75, il est à 1499 € et le 85 pouces, il est à 1999 €. 1999 €, prix public, 85 pouces LCD mini LED de toute dernière génération avec une plateforme qui travaille bien, qu'on retrouve dans les points positifs comme, d'abord, la bonne qualité d'image avec une notion de polyvalence où je trouve que les traitements à date restent un chouille meilleur que ce que nous propose TCL. On sent bien que Hisense, ils ont quand même un historique et peut-être une appétence, en tout cas des travaux qui ont été un petit peu plus aboutis sur ce sujet-là. Mais c'est difficile parce que TCL progresse, et ils progressent, mais avec des trucs qui sont pas officiels. Ces fameux firmware que l'on va télécharger malheureusement manuellement à des endroits où on ne devrait pas avoir à le faire. Et c'est bien triste. C'est bien triste, cette politique de mise à jour soit aussi timide et pas claire. Ce qui n'est pas le cas chez Hisense, parce que chez Hisense, je crois, c'est sûr, j'ai eu au moins une mise à jour sur la période de test de ce TV, si ce n'est 2. Et donc, du coup, ça semble quand même montrer que Hisense est un petit peu plus disposé à déployer de la mise à jour. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a sur le Discord assez peu d'utilisateurs de TV de chez Hisense. J'aimerais bien que ça change parce que ça permettrait d'avoir les mêmes remontées qu'on peut avoir chez d'autres. Si vous êtes propriétaire de TV Hisense ou d'autres marques, donc vraiment, n'hésitez pas. Et vous retrouverez pour cela, dans la partie description, tout ce qui va bien, les liens, mais vous voyez également s'afficher à l'image ce fameux QR code qui vous permet, si vous me regardez sur votre téléviseur, de scanner et de retomber sur un lien Linktree. Donc n'hésitez pas, encore une fois, rejoignez-nous, inscrivez-vous, likez, partagez cette vidéo, inscrivez-vous devenez membre du Discord également. Et puis maintenant, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, sans doute même la partie résultat des mesures. Puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.